Et je vous propose de regarder un petit peu des choses autour de l'histoire des géométries non euclidiennes. Les trois qui êtes là-haut, vous avez fait des mathématiques à l'université ou pas spécialement? Oui, tous les trois? Ah, et toi, t'as fait quoi? T'es lycéenne. En quelle classe? En première. Spécialité maths. Très bien. Très bon choix. Ok, très bien. Bon, tu peux m'arrêter, tu peux lever la main quand tu comprends pas, puis je t'expliquerai. D'accord? Ou j'essaierai. Alors, géométrie. Bon, moi, j'aime beaucoup la géométrie. Géométrie, géo, la Terre, et métrie, la mesure. Donc, géométrie, la mesure de la Terre. Donc, dans le nom même de géométrie, il y a un lien avec le monde dans lequel on vit. Et comme le thème de la semaine des mathématiques, dans le cadre de laquelle s'inscrit cette conférence, est mathématiques en forme, voilà, donc j'ai essayé de trouver un lien et je vous propose de réfléchir à quelle est la forme de notre monde. C'est-à-dire que bon, quand on va faire de la géométrie, on va étudier des figures bon, qui peuvent apparaître de manière très concrète. On peut dessiner des triangles, découper des triangles, mais bon, on sait, nous tous ici qui étudions les mathématiques, que les mathématiques ne sont pas une science empirique, mais qu'on raisonne sur des objets de la pensée, les droites, les points, etc. Bon, mais alors ce qu'on va voir là ce soir, c'est déjà dans le cadre de ces mathématiques abstraites, comment est-ce qu'elles sont construites, sur quelle base est-ce que ces mathématiques abstraites sont construites, c'est-à-dire sur quels axiomes, on va voir de quoi il s'agit. Et ce choix d'axiomes, finalement, jusqu'à quel point il nous est imposé, et jusqu'à quel point c'est un choix libre. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas des axiomes dont on peut se passer ou pas? Bon, alors voilà, justement, c'est ça qui va nous amener vers la création au XIXe siècle des géométries non euclidiennes. Mais il n'empêche, même si la géométrie est une science du raisonnement, il n'empêche qu'à un moment donné, on peut tout de même reconsidérer cette question. Finalement, dans le monde concret, la géométrie, elle est vraie ou elle n'est pas vraie? Le théorème de Pythagore, il est vrai ou il n'est pas vrai? Quand je dessine un vrai triangle concret, la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, c'est vrai ça? Voilà, donc c'est à ces questions-là que je vous propose de réfléchir. Alors, voilà le plan de la présentation. Donc d'abord, l'axiome des parallèles dans les éléments d'Euclide, parce que bon, pour vous expliquer ce que c'est que la géométrie non euclidienne, il faut que je commence par vous expliquer un petit peu des choses sur la géométrie euclidienne, pour qu'on comprenne bien la différence. Et puis ensuite, on verra justement l'invention des géométries non euclidiennes, comme je viens de le dire, au XIXe siècle. Et puis ensuite, si vous voulez, à partir du moment où ces géométries non euclidiennes ont été inventées, des mathématiciens ont eu envie de les voir, quoi, si vous voulez. Hein. Donc, à partir de là, certains mathématiciens ont construit des modèles où on réfléchit à l'interprétation qu'on pouvait donner à ça. Hein, donc ça, ce sera l'objet d'une troisième partie. Voilà. Alors ça, c'est une gravure d'Euclide. Alors, voilà, une gravure d'Euclide du XVIe siècle, hein, donc bien sûr, elle n'est pas d'époque. Euclide, c'est environ 300 avant Jésus-Christ. Euclide, on ne sait pas très bien qui c'était, mais c'est un personnage ou des personnages qui ont fait une synthèse des connaissances mathématiques, si vous voulez, qui avaient été élaborées voilà, aux alentours de moins 300, donc à Alexandrie, hein, dans l'Empire grec. Et puis vous avez ici une jolie illustration d'un manuscrit du 1er siècle, parce que, bon, bien sûr, comment est-ce qu'on connaît, nous, aujourd'hui, le contenu des éléments d'Euclide? Bon, ben, il nous est parvenu des manuscrits qui ont été recopiés sur d'autres manuscrits, et à partir d'un certain nombre de fragments, on arrive à se faire une idée de ce qu'il y avait dans cet ouvrage. Là, vous reconnaissez peut-être la proposition qui est dessinée, je ne sais pas. Ça se lit très bien, les éléments d'Euclide, hein, je vous le recommande.
ouais, bon, faut un petit peu s'habituer au style d'écriture, mais c'est quand même les éléments d'Euclide, c'est une construction qui, d'un point de vue logique, est assez impressionnante. Hein. Donc l'idée, c'est de construire le savoir géométrique en partant d'un minimum de propositions de départ. Hein. Minimum. Et puis à partir de là, petit à petit, on démontre des théorèmes, et puis avec les théorèmes, on démontre d'autres théorèmes, et puis avec ces théorèmes, et puis on avance comme ça. Il y en a 13 livres, c'est épais, hein, les éléments d'Euclide. Alors voilà les définitions, vous voyez par exemple à quoi ça ressemble. Il s'agit donc de définir qu'est-ce que c'est qu'un point, qu'est-ce que c'est qu'une droite, qu'est-ce que c'est qu'un point. Le point, est-ce qu'il n'a aucune partie? Bon, la ligne est une longueur sans largeur. Bon, l'extrémité d'une ligne sont des points. Bon, d'un certain point de vue, c'est pas très satisfaisant. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, si le prof de maths en collège commençait comme ça en disant le point, est-ce qu'il n'a aucune partie, je ne sais pas s'il aurait un succès foudroyant. Bon, mais il faut plutôt voir ça, si vous voulez, comme une entreprise. Voilà, c'est une entreprise d'essayer de fonder tout le savoir géométrique, voilà, à partir de quelques propositions, de quelques points de départ, hein, et puis à partir de là, bon, bah, exercer l'esprit rationnel pour arriver à construire des théorèmes. Quoi. Alors, on va aller tout à la fin des définitions, la toute dernière qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Voilà. C'est la définition des parallèles. Hein, vous allez voir bien sûr que les parallèles jouent un rôle très important dans cette question des géométries non euclidiennes. Donc la 35e et dernière définition, c'est enfin, les parallèles sont des droites qui, étant placées sur un même plan et qui, étant prolongées de part et d'autre à l'infini, ne se rencontrent nulle part. Voilà, donc chez Euclide, les parallèles, ce sont des droites dans un plan qui ne se rencontrent pas. Alors, il n'y a pas que des définitions au début de l'ouvrage, il y a aussi des demandes ou postulats. Vous voyez, là, apparemment, un propriétaire du livre a rajouté le mot postulat. Bon. Et puis, des axiomes. Bon. Alors, parmi les demandes qui permettent de construire les figures de la géométrie, conduire une droite d'un point quelconque à un point quelconque, donc ça, c'est ce que vous faites avec votre règle là, sur la feuille. Prolonger continuellement, selon sa direction, une droite. Parce que chez Euclide, les droites, c'est fini, ce sont nos segments. Vous voyez, donc, il demande qu'on puisse tracer une droite, puis la prolonger autant que nécessaire. Et puis, troisième demande, là, d'un point quelconque, avec un intervalle quelconque, on peut décrire une circonférence de cercle. Voilà, on peut construire toutes les figures de la géométrie euclidienne avec des droites et des cercles. Ça, vous le saviez peut-être déjà. Et alors, voilà, ensuite, il y a cet axiome. Là, alors là, il a le numéro 11, ça dépend un petit peu des traductions. Bon, ben, on ne va pas rentrer dans les détails. Peu importe, je l'appellerai axiome des parallèles, si vous voulez bien. Il n'est pas très facile, vous voyez, à lire. On va le lire ensemble. Si une droite tombant sur deux droites fait les angles intérieurs du même côté plus petits que deux droits, les deux droites prolongées à l'infini se rencontrent du côté où les angles sont plus petits que deux droits. Ça va? Bon, j'aurais peut-être pu faire un dessin. Est-ce que j'en ai un là? Non, non, j'ai pas fait de dessin. Vous imaginez deux droites. Il y a une droite qui tombe sur les deux droites. C'est une séquente, d'accord? Vous avez deux droites, une séquente, et vous imaginez que les angles à l'intérieur, voilà, la somme des deux angles fait moins de deux droits, c'est moins de 180 degrés. Alors, ce que dit Euclide, c'est que dans cette configuration, les droites vont forcément se rencontrer. Il suffit de les prolonger suffisamment, mais elles vont se rencontrer. On va le revoir un peu plus loin avec une figure. Voilà. Et puis le dernier axiome, deux droites ne renferment point un espace. Voilà. Alors, tout cet axiome des parallèles, là, qui a le numéro 11 sur l'écran, va faire l'objet de très nombreuses critiques. Alors, qu'est-ce que ça veut, quelle critique? Ben, beaucoup de lecteurs d'Euclide, pendant plus de 2000 ans, que ce soit en Grèce antique, que ce soit en Empire d'Islam, que ce soit en Europe médiévale, vont critiquer cet axiome essentiellement en disant qu'il n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, cette proposition, on doit pouvoir la démontrer. Hein, et à partir du moment où vous pouvez démontrer ça avec les autres axiomes, ben, il n'a plus le statut d'axiome, il a le statut de théorème. Quoi. Voilà. Donc tout va tourner autour de cet axiome des parallèles. Est-ce qu'on peut le démontrer avec les autres axiomes ou pas? Une question qui vraiment, moi je vais pas vous présenter ça, mais d'Euclide à Lobachevsky, pendant plus de 2000 ans, beaucoup de commentateurs vont soit essayer de le démontrer avec les autres axiomes, avec des démonstrations nécessairement fausses, vous verrez pourquoi, hein, soit proposer des choses, critiquer, discuter, mais bon, voilà, cet axiome pose problème.
Alors moi, ce que je vais vous présenter maintenant, là, dans cette première partie, c'est les propositions que Euclide parvient à établir sans utiliser cet axiome, et puis les propositions pour lesquelles il n'arrive pas à s'en sortir sans utiliser cet axiome. Donc à un moment donné, si vous voulez, vous avancez dans les propositions du livre 1, proposition 1, 2, 3, vous arrivez jusqu'à la 28, je crois, et puis à la 29, il est obligé de sortir l'axiome des parallèles, parce qu'il ne peut pas l'établir sans. Alors, bon, vous allez me dire comment vous savez ça. Est-ce que j'ai discuté avec Euclide? Non, je n'ai pas discuté avec Euclide. Mais regardez la proposition qui est au tableau, la proposition 16, donc du livre 1, et qui nous propose, ayant prolongé un côté d'un triangle quelconque, l'angle extérieur est plus grand que chacun des angles intérieurs ou opposés. Et opposés. Alors, donc le triangle, il est là, c'est ABC. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire l'angle extérieur? C'est celui-là, là. Hein, voilà, on prolonge un côté du triangle et puis ça dessine un angle là à l'extérieur du triangle, c'est ce qu'il appelle l'angle extérieur. Alors ce que prétend Euclide, c'est que l'angle ACD, là, l'angle extérieur, est plus grand que chacun des angles intérieurs. Alors, il prétend que l'angle ACD est plus grand que l'angle en A et que l'angle aussi en B. Alors je vous ai mis de la couleur, donc vous voyez avec la couleur là on voit très bien, hein, on comprend bien évidemment que l'angle qui est là est plus grand que chacun de ces deux-là. En fait, sur ma figure, vous voyez que cet angle-là est égal à la somme du rouge et du vert, mais ça va venir plus tard. Alors, comment est-ce que fait Euclide? Il dessine des papillons, là. Vous voyez les papillons? Alors ça, ce sont des triangles superposables, parce qu'il prend le milieu ici entre A et C, et puis ici, il prend le symétrique de B par rapport à E. Donc là, il construit un papillon avec deux ailes superposables. Hein. Donc à partir de là, il en déduit que cet angle est égal à celui-là. Hein. Donc l'angle complet là est plus grand que celui-là, parce que vous voyez, ça en est une partie. Voilà. Bah, une des demandes d'ailleurs au début de l'ouvrage, c'est le tout est plus grand que la partie. Oui. Donc c'est par exemple. Et puis vous avez un deuxième papillon en dessous, ici là en pointillé. Voilà. Et donc pour la même raison, vous avez deux triangles ici. Superposable et par conséquent l'angle vert se retrouve là, mais comme on sait que les angles opposés sont égaux, l'angle vert est aussi ici, donc cet angle-là est une partie de celui-là, donc il est plus petit. Voilà. Donc l'angle en B est plus petit que l'angle extérieur. Alors quel est l'intérêt de mon point de vue de cette proposition? C'est que très bientôt on va démontrer que la somme des angles dans un triangle, ça vaut 2 droits, ça vaut 180 degrés. Donc cette proposition peut paraître un peu alambiquée, mais en fait, ce qu'elle nous montre, c'est qu'Euclide essaye d'aller le plus loin possible sans utiliser l'axiome des parallèles. Vous voyez ? Tout ce qu'il arrive à faire sans, il avance. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Hein, parce que si on commençait par montrer que la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés, c'est terminé. Hein, il n'y avait plus de questions. Alors, une autre proposition qu'on va arriver à démontrer sans l'axiome des parallèles, si une droite tombant sur deux autres, voilà, vous retrouvez la figure là de la droite qui tombe sur deux autres, voyez. Si une droite tombant sur deux autres fait les angles alternes égaux entre eux, alors elles sont parallèles. Pour montrer ça, vous n'avez pas besoin du cinquième postulat. Alors, la figure est un peu bizarre. Hein, bah oui, mais parce que, en fait, ça, c'est des droites, vous voyez. D'accord, ça, A, E, B, G, c'est une droite. Et puis C, F, D, G, c'est une droite. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait cette figure? Parce qu'il va faire une démonstration telle qu'on en trouve beaucoup dans les éléments d'Euclide. C'est une démonstration par l'absurde. Pour montrer que si les angles alternes internes là, sont égaux, alors les droites sont parallèles, il va supposer que les droites ne sont pas parallèles, et il va en déduire une absurdité. Hein. Alors, donc on suppose que les droites ne sont pas parallèles, donc elles se rencontrent en un point G. Alors pourquoi est-ce que c'est absurde? Parce que là, comme les angles sont égaux, vous voyez, si vous ajoutez celui-là, là, ça vous fait un demi-tour, hein, un angle plat, deux droits. Donc, si vous faites celui-là plus celui-là, bah, là aussi, ça fait deux droits. Hein. Mais qu'est-ce qu'on a vu à la proposition précédente? Alors... Tac, tac, tac. Ah bah, je suis perdu.
si elles ne sont pas parallèles, elles se rencontrent. Donc dans ce triangle, voilà, lui c'est l'angle extérieur. Voilà, pardon, c'est un petit peu difficile à voir. Si on imagine qu'elles se rencontrent, on a un triangle EGF là. Ça va? On a un triangle EGF. Et on a vu dans la proposition précédente que l'angle extérieur, lui du coup c'est l'angle extérieur pour le triangle EGF. L'angle extérieur devait être plus grand que chacun des deux autres. Hein. Voilà. Or, ici, il serait égal, donc voilà, donc ça ne marche pas. Voilà. Absurde. Bon. Alors, par contre, on va avoir besoin du cinquième postulat pour la réciproque. Vous voyez, c'est intéressant, parce que ça, c'est des propositions, vous voyez, qui sont vraiment des propositions de collège. Non, je ne me trompe pas. Hein, donc, il y a un sens pour lequel on n'a pas besoin de l'axiome des parallèles, et pour l'autre, oui. Hein. Donc, pour le sens qui est là, si les angles, alors alterne interne, je ne les ai pas mis, mais correspondant, et puis qu'est-ce que c'est le troisième? Il y a alterne interne, alterne externe, correspondant. Bon, à chaque fois que vous en avez deux égaux, forcément les droites sont parallèles. Pour montrer la réciproque, c'est-à-dire que si les droites sont parallèles, alors les angles sont 2 à 2 égaux. Là, vous avez besoin de l'axiome des parallèles. Alors voilà la réciproque. Si une droite tombant sur deux parallèles tombe sur deux parallèles, les angles alternes sont égaux. Ça, c'est la réciproque. Et pour la réciproque, là, il faut le cinquième, l'axiome 5. Alors, je dis 5 parce que dans certaines éditions, il s'appelle numéro 5. Tout à l'heure, il s'appelait numéro 11. L'axiome des parallèles. Alors, en effet, pourquoi est-ce qu'ils sont forcément plus grands? Pourquoi est-ce qu'ils sont forcément égaux? À nouveau, c'est démontré par l'absurde. S'ils n'étaient pas égaux, il y en a un qui serait plus grand que l'autre. Hein, donc par exemple, si on imagine que celui-là, il est, on va dire, je ne sais plus petit peut-être. Alors si celui-là est plus petit que celui-là, du coup, comme celui-là plus celui-là, vous voyez les deux à côté, là, ça fait deux droits, ça fait 180 degrés. Du coup, celui-là plus celui-là, ça fait moins que 180 degrés. Donc il faut que les droites se rencontrent à l'infini. Bon, mais ça, c'est pas possible puisqu'elles sont parallèles. Voilà. Donc, on va arriver, voilà, la dernière proposition que je vais vous montrer chez Euclide, c'est que la somme des angles d'un triangle, ça vaut deux angles droits, ça vaut un angle plat, ça vaut 180 degrés. Voilà, alors c'est la proposition 32. Ayant prolongé d'un côté d'un triangle quelconque, l'angle extérieur est égal aux deux angles intérieurs, ce qu'on voyait sur ma figure tout à l'heure, et opposé, et les trois angles intérieurs du triangle sont égaux à deux droits. Voilà, je vous ai mis un petit peu de couleur. Donc vous voyez comment Euclide démontre que la somme des angles dans un triangle est égale à deux droits, bon, 180 degrés, bon, en traçant ici une parallèle. Hein, et avec les propositions précédentes sur les angles alternes internes, du coup l'angle rouge ici est égal à l'angle rouge là, l'angle vert du coup est égal à l'angle vert ici, hein, ça ce sont les angles correspondants, ça ce sont les angles alternes internes. Donc vous voyez, vous retrouvez ici la somme des trois angles du triangle, et donc ça vous fait bien un angle plat. Donc vous avez ici une jolie démonstration du fait que la somme des angles dans un triangle est égale à deux angles droits. C'est élégant, voilà, ça demande juste de tracer une parallèle à un côté par le sommet opposé. Alors, bon, voilà, dans les discussions qui vont venir pendant, je vous l'ai dit, 2 millénaires, même plus que ça, voilà, les choses vont tourner autour de est-ce que c'est vrai qu'il n'y a qu'une parallèle par un point extérieur à une droite, par exemple, oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais souvent il est formulé comme ça, cet axiome. Hein. Par tout point extérieur à une droite passe une parallèle et une seule. Alors ça, c'est équivalent à l'énoncé d'Euclide. Si une droite tombe sur deux droites, les deux droites se rencontrent du côté où les angles intérieurs font moins que deux droits. C'est encore équivalent au fait que la somme des angles d'un triangle est égale à deux angles droits. Vous voyez, tous ces énoncés sont équivalents. Hein, vous pouvez les remplacer l'un par l'autre dans un système d'axiomes. Alors voilà, alors, de très, très nombreux scientifiques, mathématiciens vont essayer de prendre les choses voilà, par l'axiome des parallèles, la somme des angles du triangle. Ils vont tous chercher des démonstrations de cet énoncé qui n'utilisent que les autres axiomes. Bon, et bien sûr, aucun ne va trouver la solution. Alors ça dure jusqu'autour des années 1800, où un éminent mathématicien, Adrien-Marie Legendre, va proposer de nombreuses démonstrations de la proposition des parallèles, hein, toutes fausses, bien sûr, mais pour vous dire que, voilà, autour de 1800, hein,
il y a encore des mathématiciens de tout premier plan international qui cherchent à démontrer cet axiome. Donc à démontrer que ce n'est pas un axiome, qu'on peut le démontrer avec les autres. Et puis, dans les années 1830, deux mathématiciens vont finalement prendre un point de vue opposé en disant, mais en fait, cet axiome des parallèles, on peut le prendre ou ne pas le prendre. Donc, on peut considérer que par un point extérieur à une droite passe une unique parallèle, ou on peut considérer qu'il en passe une infinité. Les deux sont possibles. Les deux mènent à des géométries qui sont cohérentes. Donc c'est ça maintenant que je vais vous montrer, c'est comment... Voilà, ce sont deux mathématiciens qui viennent un petit peu des confins de l'Europe. Donc le premier, c'est Nikolai Ivanovitch Lobachevsky, voilà, avec un beau portrait très romantique. Alors Lobachevsky, lui, il est russe. Il habite encore plus à l'est que Moscou. Bon, c'est un bon étudiant. Il a perdu son père très jeune. Alors, sa mère a déménagé pour qu'il puisse faire des études dans une bonne université. Il rentre à l'université à 15 ans. Et à 15 ans, il lit déjà des articles scientifiques en français, en allemand, en latin. C'est impressionnant quand on regarde les parcours de beaucoup de scientifiques jusqu'au 19e siècle, à quel point parfois ils commencent très, très jeunes. Pour nous, aujourd'hui. Voilà, il va rester toute sa vie dans cette ville de Kazan, où il s'est installé avec sa mère et ses frères et sœurs. Et il va faire une très belle carrière à l'université de Kazan. Kazan, c'est une grande ville à l'est de Moscou. Voilà, il va être maître assistant, professeur, recteur. Enfin, il va occuper les plus hautes fonctions de l'université. Il va produire un certain nombre de travaux mathématiques, dont voilà, une proposition d'une géométrie non euclidienne. Voilà, donc une géométrie dans laquelle, par un point extérieur à une droite, passe une infinité de non séquentes. Donc vous l'avez sur le tableau. Alors comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Ici, vous avez une droite donnée, vous avez un point extérieur, et toutes ces droites-là, ne rencontrent pas la droite BC. Alors, celle qui va appeler des parallèles sont les deux limites. Là. Vous voyez, vous avez une droite HH' et une droite KK', qui sont des droites limites, c'est-à-dire que toute droite qui est plus à l'intérieur là, que HH' va rencontrer BC du côté de C, et toute droite qui est plus à l'intérieur du côté K'K va rencontrer CB du côté de B. Là. Voilà. Et donc, vous avez un angle limite, là, un angle critique. Voilà. C'est ce qui note pi de P. Voilà. L'angle HAD, là, l'angle de parallélisme, c'est un angle critique, c'est-à-dire qu'en dessous de cet angle, elles sont séquentes, au-delà, elles sont non séquentes. Donc toutes ces droites, là, E', GG', sont pas des parallèles, vous avez compris. Ce qu'il appelle des parallèles, c'est les deux droites limites. Et toutes celles qui sont entre les deux droites limites, il les appelle pas des parallèles, mais elles sont pas séquentes, en tout cas, avec la droite BC. Voilà. Et on comprend que l'angle de parallélisme dépend de la distance à laquelle vous êtes de la droite D. Là, Si vous êtes tout près de la droite D, bon, l'angle de parallélisme, c'est pratiquement un angle droit. Et quand vous vous éloignez de la droite D, l'angle de parallélisme tend vers 0. Plus vous vous éloignez, plus les parallèles font un angle comme ça là, qui tend vers 0. Et à l'autre extrémité, les paraboles se rapprochent exponentiellement l'une de l'autre. Voilà, alors, bon, comme Euclide, en partant de ce principe-là, il construit toute une géométrie. Il prétend que sa géométrie est ni meilleure ni moins bonne que la géométrie euclidienne, qu'elle donne lieu à des propositions qui sont très différentes des propositions de la géométrie euclidienne. Vous pouvez vous en douter déjà. Mais il n'arrive pas à une contradiction. Vous voyez, donc il y a un complet changement de point de vue entre des générations et des générations de savants qui ont essayé de démontrer l'axiome des parallèles à partir des autres axiomes. Et puis là, tout d'un coup, voilà, deux mathématiciens, dont Lobachevsky, qui disent en fait, cet axiome des parallèles, on peut considérer qu'il est vrai, on peut considérer qu'il est faux. Et dans les deux cas, on développe des géométries, certes différentes, mais pas moins valables l'une que l'autre. Voilà, on va lire un petit peu Lobachevsky, si vous voulez. Bon. Alors, d'après cela, donc d'après
ces réflexions précédentes. Il faut que dans tous les triangles rectilignes, il a démontré un certain nombre de propositions, la somme des trois angles soit égale à pi, et qu'en même temps l'angle de parallélisme soit égal à pi sur 2, hein, donc quelle que soit la distance p, ou bien, vous avez deux solutions, ou bien il faut que dans tous les triangles, la somme des angles soit plus petite que pi, pi c'est le demi-tour, c'est 180 degrés, hein, et qu'on ait en même temps l'angle de parallélisme pi de p inférieur à pi sur 2. Voilà, donc il a démontré que de deux choses l'une, soit la somme des angles de tous les triangles c'est pi, soit c'est jamais pi. Voilà. On ne peut pas avoir de temps en temps l'un, de temps en temps l'autre. Alors, la première hypothèse sert de fondement à la géométrie ordinaire et à la trigonométrie plane. La géométrie ordinaire, c'est la géométrie euclidienne, hein. La seconde hypothèse peut être également admise sans conduire à aucune espèce de contradiction dans les résultats, et elle est la base d'une nouvelle théorie géométrique à laquelle j'ai donné le nom de géométrie imaginaire. Ce qui n'est pas une dénomination qui passera à la postérité, mais bon, c'est celle qu'emploie Lobachevsky. Vous m'arrêtez, hein, s'il y a des questions, vous m'arrêtez, moi je ne sais pas très bien qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça. Alors bon, voilà, rapidement, je vous montre un petit peu, hein, le genre de propositions auxquelles ça mène. Voilà, alors, numéro 29. Dans un triangle rectiligne, les perpendiculaires élevés sur les milieux des côtés ou ne se rencontrent pas, ou se rencontrent toutes en même point. Voilà, quand vous faites les trois médiatrices d'un triangle, alors soit elles se rencontrent en un point, comme dans la géométrie euclidienne, soit elles ne se rencontrent pas du tout. Voilà. Par exemple. Donc, il faut arriver à imaginer des triangles où les trois médiatrices n'ont pas de point commun, hein. Bon, mais justement, bon, peut-être que vous verrez mieux normalement à la fin de la présentation. Et proposition suivante, les perpendiculaires élevés au milieu des trois côtés d'un triangle rectiligne seront toutes les trois parallèles entre elles, toutes les fois qu'on en supposera deux parallèles. Voilà. En gros, si vous prenez un triangle assez étendu, là, à un moment donné, les médiatrices là, vont être parallèles, vont cesser de s'intersecter, hein, et elles le feront toutes les trois en même temps. Voilà. Hein, il y a un moment où elles deviennent, de toutes les trois concurrentes, elles passent à toutes les trois parallèles. Et puis si vous continuez encore d'élargir le triangle, il se passe encore d'autres choses. Bon. Alors le deuxième mathématicien qui est considéré comme inventeur de la géométrie non euclidienne, indépendamment de Lobachevsky, hein, ces deux mathématiciens ne se connaissaient pas et n'avaient pas correspondu sur ce sujet. Alors je dis le deuxième, mais en réalité, il y avait un autre mathématicien qui avait découvert aussi tout ça depuis même un certain temps. C'était Gauss, je vais reparler de Gauss, mais il n'a jamais rien publié. Donc, bon, bah... alors on l'a su beaucoup plus tard que Gauss aussi s'était intéressé à ces questions et avait beaucoup avancé. Alors par contre, Gauss avait des échanges épistolaires avec les deux là, aussi bien avec Lobachevsky qu'avec Bolyai. Hein. Donc il y a des échanges de lettres avec Gauss où il les encourage dans leurs travaux en disant oui, j'ai réfléchi à tout ça il y a 30 ans, mais oui, c'est très bien, continuez. Ouais. Donc Bolyai, lui, il habite dans l'actuelle Roumanie, hein, qui fait à l'époque partie peut-être du royaume de Hongrie. Son père est mathématicien, donc lui aussi il est baigné très tôt dans les mathématiques. Mais par contre, à la différence de Lobachevsky, c'est le seul travail qu'il aura publié de sa carrière, c'est celui-là, le travail sur les géométries non euclidiennes. Il a écrit beaucoup d'autres choses, mais qui sont restées à l'état de manuscrit. Voilà, alors vous voyez, je continue un petit peu, je suis allé chercher un peu chez l'un et chez l'autre des propositions que je puisse vous partager. Alors, vous avez ici là, une trigonométrie de ce qu'il appelle le système S. Bon, le système S, c'est la géométrie non euclidienne. C'est la géométrie imaginaire de Lobachevsky. Il appelle système sigma la géométrie euclidienne, puis système S la géométrie non euclidienne. Et alors, il écrit, vous voyez, les formules de trigonométrie. Hein, donc, on a un triangle rectangle là. Alors, c'est moi qui l'ai dessiné, hein, le triangle rectangle. Vous voyez, je l'ai dessiné un peu tordu, c'est de la géométrie non euclidienne. Et puis, mais bon, vous avez bien un angle droit, vous avez bien des angles ici, 3 longueurs. Et donc, on a des relations comme la trigonométrie du triangle, si vous voulez, mais les formules ne sont plus les mêmes, bien sûr. Hein.
Vous voyez, les formules sont très différentes. Voilà. Là, elles sont plus lisibles que là. Hein. Là, c'est telles que les écrit Bolyai. Et puis là, moi, je les ai écrites en langage moderne. Donc 1 sur sinus alpha, c'est sinus hyperbolique de C sur I sur sinus hyperbolique de A sur I. Alors qu'est-ce que c'est que ce I? Ce I, c'est une constante qui intervient dans la géométrie non euclidienne. C'est la courbure de l'espace. On va en reparler. C'est une constante, si vous voulez, qui détermine un peu la forme de cet espace. Voilà. Alors, bon, vous avez 3 formules là, comme ça. Alors, ce qui est amusant, c'est, enfin, ce qui est amusant, si vous voulez, si vous allez vers l'infiniment petit, vous retrouvez la géométrie euclidienne. C'est-à-dire que malgré tout, à l'échelle locale, la géométrie euclidienne continue d'être valable. Hein. Alors ça, vous en apercevez. Vous voyez, si vous imaginez que C et A sont tout petits, et si vous savez faire un développement limité, pardon, ferme les oreilles, à l'ordre 1 de sinus hyperbolique, vous voyez que ce rapport-là, ça fait C sur A, et donc vous trouvez bien que sinus alpha, c'est A sur C, donc c'est bien côté opposé sur hypoténuse, tout va bien. Et si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire les développements limités des 2 autres expressions. Okay. Alors la dernière est intéressante, celle-là, parce que alors, là, il faut faire un développement limité à l'ordre 2, et vous trouvez le théorème de Pythagore. Alors bien sûr, le théorème de Pythagore est faux en géométrie non euclidienne. Hein. Oui. D'ailleurs, voilà la 3e des formules, là, c'est le pendant du théorème de Pythagore en géométrie non euclidienne. Hein. La formule qui lie les côtés des les longueurs des 3 côtés d'un triangle rectangle. Alors le théorème de Thalès, la question ne se pose même pas en géométrie euclidienne parce qu'il n'y a pas de triangle semblable en géométrie euclidienne, c'est pas possible. Je vais vous montrer. Alors voilà, 2 autres propositions énoncées par János Bolyai. La première, des triangles équivalents, c'est-à-dire de même aire, des triangles de même aire, ABCDEF, ont des sommes d'angles égales. Oui, déjà là, vous voyez c'est pas du tout ce à quoi on est habitué. Voilà, donc si 2 triangles ont la même aire, alors la somme de leurs angles sont égales. Et ça, c'est déjà un petit peu troublant. Voilà, non, pas forcément. C'est pas forcément égal à 180. Non. Voilà, oui. Voilà, dès lors que 2 triangles ont la même aire, alors automatiquement, ils ont la même somme d'angles. Oui, ah oui, non, les aires se calculent de manière différente, oui, totalement. Oui, oui. Et puis, alors plus précisément, proposition 42, si on considère le supplément à 2 aires de la somme des angles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, si vous faites la somme des angles d'un triangle en géométrie hyperbolique, vous avez compris que ça fait moins que 2 angles droits. Ça ne fait pas 2 angles droits, ça fait moins. Alors ce qui manque, eh ben, c'est proportionnel à l'aire du triangle. Vous voyez, parce que là, vous voyez que le rapport des aires est égal au rapport de ce qui manque à la somme des angles pour faire 2 angles droits. Voilà. Hein. Donc l'aire d'un triangle en géométrie hyperbolique, elle est à un facteur constant près égal à ce qui manque à la somme des 3 angles pour arriver à 2 angles droits. Voilà. Donc si vous avez la somme de vos 3 angles qui vaut 160 degrés, ben, voilà, l'aire de votre triangle est proportionnelle à 20 degrés. Alors, voilà. Alors ça, c'est une figure que j'ai prise dans la correspondance de Gauss, justement, qui va être à l'origine d'un regain d'intérêt pour les géométries non euclidiennes. Donc, vous voyez, quand on étire le triangle, bah, du coup, son aire augmente, et par conséquent, vous voyez, nécessairement, les angles doivent diminuer. Oui, parce que alors, en fait, ces écrits de Lobachevsky et Bolyai n'ont pas trop de succès. Personne ne les remarque véritablement. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas, comment dire, on leur accorde pas spécialement d'importance, hein, jusqu'à ce que la correspondance de Gauss soit publiée en 1868,
où justement on réalise non seulement que Gauss s'était intéressé à ces questions, mais qu'en plus il avait échangé avec Lobachevsky et Bolyai et qu'il avait beaucoup d'estime pour leur travail. Alors quand les gens voient des lettres de Gauss qui disent que le travail de ces gens-là est très intéressant, bah, tout le monde se précipite pour aller regarder ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc à la fin des années 1860, d'un coup il y a un regain d'intérêt pour la géométrie non euclidienne qui devient un sujet beaucoup mieux connu. Mais voilà, ces deux scientifiques qui l'ont inventé n'ont pas été de leur vivant crédités de l'importance de leur invention. Voilà, ça va? Oui. Alors, donc, troisième partie, ça va être un peu plus amusant, il va y avoir plus de couleurs. Là, mes figures étaient un peu sèches, mais bon, moi, je mets un point d'honneur à vous montrer les figures qui sont dans les ouvrages originaux, si vous voulez. Parce que, bon, c'est le propre d'une approche historique. Bon. Mais là, je me suis un peu plus lâché dans la troisième partie. Donc, il y a des figures plus amusantes et avec davantage de couleurs. Alors, donc, l'objet, ça va être un petit peu justement, de regarder ce qui se passe à la fin des années 1860, quand cette géométrie euclidienne revient un petit peu sur le devant de la scène, je ne sais pas, mais intéresse à nouveau différents mathématiciens. De regarder ce qu'ils en font, et puis surtout, ils vont chercher à lui donner une certaine réalité. Vous voyez, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce qu'on a vu là, bon, si vous voulez, vous avez des commentateurs qui disent ouais, bon, ça sert à rien, quoi. C'est vraiment se faire mal gratuitement, quoi. Alors, voilà, une des questions, ça va être oui, mais quelle est la réalité de cette géométrie euclidienne? Est-ce qu'on peut lui donner un sens? Ouais, est-ce qu'on peut la voir peut-être dans un cadre peut-être différent? Bon. Alors pour pouvoir vous expliquer ça, il faut que je développe quelques notions mathématiques, mais vous allez voir, ça va être indolore. Et après, on pourra regarder un petit peu les propositions de modèles. Bon, moi, je sais qu'il y a beaucoup de professeurs de mathématiques, mais normalement, c'était une conférence grand public. Donc, merci d'être là. Donc, il faut que je parle un petit peu de courbure. Voilà, qu'est-ce que c'est que la courbure en géométrie? Alors, la courbure d'une ligne, vous allez voir, c'est assez facile à expliquer. Hein, donc, voilà une ligne. Alors, qu'est-ce que c'est que sa courbure? Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, déjà, intuitivement, vous pouvez imaginer que là, la courbure n'est pas très grande. Hein. Là c'est pas très courbe. Là, c'est un peu plus courbe. Là, à nouveau, c'est pas très courbe. Ah, là, c'est beaucoup plus courbe. Mais là, c'est encore plus courbe. Vous voyez, ça va? Vous voyez, là, vous avez la notion intuitive de courbe. Alors, mathématiquement, comment est-ce qu'on peut définir ça? Eh bien, avec des cercles. Voilà. Si on dessine le cercle qui colle à la courbe, si vous voulez, le cercle tangent à la courbe, bon, ce cercle a un certain rayon. Et ce qu'on va appeler la courbure, c'est l'inverse de ce rayon. Parce que plus le cercle est petit, plus on a envie de dire que c'est très courbe. Et puis plus le cercle est grand, plus on a envie de dire que c'est pas trop courbe. Hein. Et puis, vous voyez, une ligne droite, elle aurait une courbure nulle, c'est-à-dire le rayon du cercle serait infini. Ça va? Voilà. Alors, puisqu'il y a des mathématiciens parmi vous, vous pouvez chercher l'équation de la courbe. Alors, plus compliqué, la courbure d'une surface. Ça se complique tout de suite. Hein. Ça avait l'air bien pour une ligne. Hein. C'était simple. Pour une surface, c'est nettement plus compliqué parce que si vous faites une section en un point d'une surface, hein, donc on a un point ici d'une surface, si vous faites une section plane normale hein, à cette surface, vous pouvez voir différentes choses. Vous voyez, là, vous avez une section et puis là, vous avez une autre section. Alors là, donc sur une section, vous avez donc une ligne de section hein, qui a une certaine courbure. Oui. Et puis sur une autre section, vous avez une autre ligne là, voilà, qui a une autre courbure. Et si vous faites tourner ce plan normal, là, bah, vous avez des courbures qui varient. Hein. Alors ce qu'a démontré Euler, et je trouve que c'est très joli, je ne sais pas si vous connaissez tous ce théorème, c'est qu'il y a une section pour laquelle la courbure est minimale, il y a une section pour laquelle la courbure est maximale, et ces deux sections sont orthogonales. Ouais, moi, je trouve que c'est très joli. Donc c'est ce qu'on voit un petit peu sur la figure. Là. Les deux sections, on peut imaginer, si vous voulez, sur la figure, que ça, c'est la section de courbure maximale, celle-ci, la section de courbure minimale. Et donc ces deux plans de section sont orthogonaux. Et ce que Gauss appellera la courbure,
c'est le produit de ces deux nombres. Ça va? La petite courbure, enfin, la courbure minimale multipliée par la courbure maximale. C'est ça qu'on appelle la courbure, que Gauss appelle la courbure en un point d'une surface. Ça va? Oui. Oui, tu as raison. Non, 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 non tu as raison. C'est les inverses. Oui, oui, c'est les inverses. C'est l'inverse de... Merci. Oui, il y a une erreur. Très bien, bravo. Voilà, il y a une erreur là. C'est pas R fois R, c'est 1 sur R fois 1 sur grand R. Merci. Oui, c'est toi qui as raison. Oui. Oui. La courbure, c'est le produit de la courbure minimale et de la courbure maximale. Merci, je m'en étais pas aperçu. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, il peut se passer pas mal de choses, mais on peut avoir une courbure positive, on peut avoir une courbure négative, on peut avoir une courbure nulle. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez imaginer que la courbure est négative là? Si on repense au dessin de tout à l'heure, vous auriez voyez, une courbure maximale qui serait au-dessus de la surface et puis une courbure minimale qui serait en dessous. Donc, comme elles ne sont pas du même côté, on considère qu'il y en a une positive et une négative, qu'elles ne sont pas de même signe. Hein. Donc, vous avez une courbure, le produit des deux, qui est négatif, quand vous avez une surface comme ça. Vous voyez, c'est un col. Si vous avez fait de la montagne, c'est un col. Si vous passez dans ce sens-là, vous montez, vous arrivez au col, vous redescendez. Et puis si vous arrivez en suivant l'arête, c'est le contraire. Vous descendez, vous arrivez au col, puis vous remontez. Donc dans un sens, il y a une courbure qui est concave, si vous voulez, puis dans l'autre sens, elle est convexe. D'ailleurs, Gauss appelle ça des surfaces concavo-convexes. Et c'est le cas là en tout point. Là, je l'ai dit au col, mais c'est le point en tout cas de la surface. Vous voyez, en tout point de la surface, vous avez toujours une courbure tournée vers le bas, puis une courbure tournée vers le haut. Donc ça, c'est la surface que vous voyez, elle a une courbure négative en chacun de ces points. Celle-ci a une courbure positive en chacun de ces points. Hein. Vous voyez, les deux courbures seront tournées du même côté, elle est convexe, cette surface. Ça va? Enfin, concave ou convexe, ça dépend comment vous la regardez. Mais en tout cas, la courbure est positive en chacun de ces points. Et puis, là, vous avez une surface dont la courbure est nulle. Hein, vous voyez, parce qu'effectivement, vous voyez que la courbure minimale, là, c'est 0. Hein, vous avez une droite, là. Donc, en chacun de ces points, sa courbure est nulle. Alors, pour le comprendre un petit peu géométriquement, vous voyez, si vous avez un rouleau de papier toilette, vous voyez, si vous le découpez, vous l'ouvrez, ça vous fait un rectangle. Vous voyez, c'est-à-dire que la courbure d'un cylindre, c'est la même que la courbure d'un plan. Hein. Parce que, bon, ce qu'explique Gauss, c'est que quand vous pouvez appliquer une surface sur une autre, hein, ben, elles ont la même courbure. Voilà. Par contre, une sphère, hein, vous ne pouvez pas découper une sphère pour l'aplatir sur un plan. Vous allez forcément la déchirer ou la plier. Si vous avez déjà essayé de faire un papier cadeau autour d'un ballon de foot, ben, vous savez que le plan et la sphère n'ont pas la même courbure. Vous ne pouvez pas emballer un ballon de foot avec du papier cadeau sans déchirer le papier cadeau ou sans faire des plis. C'est pas possible. Autrement dit, ce que je suis en train de dire là, un petit peu à demi-mot, ouais, c'est que la courbure, comment dire, voilà, si vous pouvez venir appliquer une surface sur une autre sans la casser, ça veut dire qu'elles ont la même courbure en chacun de leurs points. C'est à cette seule condition que vous pouvez venir appliquer une surface sur une autre. Exactement, oui. Point par point. Très bien. Donc ça, c'était la notion de courbure d'une surface. On va aller encore un petit peu plus loin dans l'abstraction. On va parler de Bernhard Riemann, qui est un Allemand, un mathématicien allemand. Alors lui aussi, ses capacités mathématiques ont été décelées très très jeune, dès l'école. Et Riemann, il vient d'une famille plutôt modeste. Il a probablement même connu une enfance assez rude, ce qui fait qu'il aura une santé très fragile et qu'il va décéder assez jeune. Bon, c'est un mathématicien qui fait ses études à Göttingen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Göttingen, mais c'est peut-être l'université allemande la plus importante au XIXe siècle, dans laquelle travaillait Gauss aussi, d'ailleurs, qui était directeur de l'Observatoire astronomique. Alors, justement, Riemann a suivi certains enseignements de Gauss et
Riemann a présenté devant Gauss, si vous voulez, alors ce qui se faisait en Allemagne quand on rentrait dans une université pour y occuper un poste de professeur, c'est qu'il fallait présenter une sorte de projet de recherche, hein, une habilitation, ça s'appelle. Alors, Riemann présente son habilitation, il y a 3 sujets, et puis le jury choisit un des sujets. Alors, parmi les sujets de l'habilitation de Riemann, il y a ce qui a donné lieu à l'intégration de Riemann. Voilà. Riemann, c'est un nom qu'on connaît quand on a étudié les mathématiques, pour l'intégration de Riemann, et puis pour l'hypothèse de Riemann, éventuellement aussi. Voilà. Alors, en fait, Riemann a joué aussi un rôle très important dans une conception complètement nouvelle de la géométrie, beaucoup plus abstraite. Vous allez voir. C'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre. Voilà, alors donc Riemann a présenté ces 3 sujets et Gauss a choisi celui-là, celui sur la géométrie, parce qu'il a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose de très intéressant. Bon, alors comme je l'ai dit, Riemann ne va pas vivre très vieux, donc sa carrière mathématique dure environ une dizaine d'années. Voilà, alors l'enjeu pour moi maintenant, c'est de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une surface de Riemann, ou une surface telle que la présente Riemann. Et pour ça, je me suis appuyé sur une surface qu'on connaît bien, la Terre. Alors, un point sur la surface terrestre est repéré, peut être repéré par 2 grandeurs, la latitude et la longitude. Voilà, c'est le dessin que vous avez sous les yeux. Et puis, la question que je vais me poser avec vous, là, on va regarder peut-être un petit peu ce dessin d'abord. Donc, la latitude, ici, là, et la longitude, là. Voilà. Alors, ce que vous pouvez remarquer sur ce dessin, c'est que autant ces petits arcs-là, là, les petits bouts de méridien, ils sont de longueur égale. Mais les petits bouts de parallèle, ils sont de longueur inégale, vous voyez. Ils sont au maximum au niveau de l'équateur, et puis ils diminuent, puis les petits bouts de parallèle, vous voyez, ils sont de plus en plus petits. Hein. Autrement dit, si vous promenez sur l'équateur, votre longitude défile pas très vite, hein. Et puis si vous tournez autour du pôle Nord, votre longitude tourne très vite. Ça va ? Par contre, si vous vous déplacez sur un méridien, la latitude varie exactement à la même vitesse où que vous vous trouviez sur la planète. Alors tout ça pour dire quoi ? Mon problème, c'est de mesurer la distance entre 2 points en fonction de la variation de latitude et de la variation de longitude. Oui. Donc, je pars d'un point M sur la surface terrestre et puis je fais un petit déplacement, vous voyez, en longitude et puis un petit déplacement en latitude. Voilà. Alors, sauf que le petit déplacement qui est là ne correspond pas tout à fait à la variation de latitude, vous voyez. C'est plus court. Hein. La variation de latitude, elle est là, mais moi, mon petit chemin, là, comme je suis à peu près à la latitude de Paris, là, c'est plus court. En fait, il y a un coefficient cos θ, là, le cosinus de la latitude. Hein. Donc cette petite distance-là, elle n'est pas égale à celle-ci, à la variation de longitude, mais à la variation de longitude multipliée par cos θ. Voilà. Par contre, la petite variation qui est là, elle est égale, moyennant un produit par le rayon terrestre, à la variation de latitude. Hein. Donc voilà, j'ai reproduit ici mon petit triangle MM'. Oui, c'est un triangle infinitésimal. Voilà, j'ai fait un tout petit mouvement. Hein, ma longitude a un petit peu varié, ma latitude a un petit peu varié, puis je me demande la distance entre mes 2 points, elle a varié de combien ? Alors elle a varié de ça. Vous voyez, c'est le théorème de Pythagore. Hein. Hein, on a dit que localement, vous vous souvenez, localement la géométrie euclidienne est valable. Hein. Donc là, comme je suis sur un triangle infinitésimal, je peux appliquer le théorème de Pythagore, tout va bien. Hein. Voilà, donc théorème de Pythagore, mon petit déplacement MM', il est égal à cos carré θ fois le carré de la variation de longitude plus le carré de la variation de latitude. Bon, mes formules sont valables sur une sphère de rayon 1, d'accord, hein. Il faudrait multiplier par R au carré, bon, le rayon de la Terre. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est faire de la géométrie de Riemann ? C'est voir les choses plutôt comme ça. Hein. Alors, si vous prenez l'avion de New York à Moscou, si vous regardez une carte qui respecte la projection de Mercator, vous n'allez pas en ligne droite sur la carte. Enfin, si vous voulez aller au plus court, hein. Alors vous ici qui avez l'habitude de faire des grands trajets en avion, par exemple avant le conflit, quand on faisait Tokyo-Paris, si vous regardez la carte, vous avez l'impression de passer très au nord de la Russie. Hein. Bon, plus maintenant. Mais à l'époque, voilà, on passait très au nord de la Russie. Alors, est-ce qu'il fait un détour ? Non, justement, il prend le chemin le plus court. Hein. Voilà. Hein, parce que si vous allez... Alors,
Bon, du coup, il faudrait s'entendre sur les mots. Qu'est-ce qu'on appelle une ligne droite alors dans cette affaire-là, vous voyez? Qu'est-ce qu'on appelle une ligne droite, la rouge ou la verte? Hein? Oui, tout dépend de ce qu'on entend par ligne droite, du coup, parce que si c'est le chemin le plus court, bon, bah, la ligne droite, c'est la verte. Hein. Mais si c'est, comment dire, celle-là, si vous voulez, c'est celle qui ferait varier latitude et longitude, vous voyez, à un rythme constant. Quoi. Voilà. Donc, une surface de Riemann, si vous voulez, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, c'est deux grandeurs. Là, j'ai une grandeur qui est la longitude et puis une grandeur qui est la latitude, lambda et θ. J'ai deux grandeurs. Donc, j'ai en quelque sorte un espace des paramètres. Là, voilà, mes deux grandeurs peuvent prendre différentes valeurs. Et du coup, un point est repéré par les valeurs voilà, qu'ont ces deux grandeurs. Voilà, lambda égale 0, θ égale 60. Voilà, ce point-là, il a pour coordonnées 0, 60. Donc, c'est ça. Et puis, indispensable, c'est ça, là. Ça me dit, si je me déplace dans mon espace des paramètres, quelle est la distance entre deux points. Alors, d'abord la distance entre deux points infiniment proches, mais après on fait du calcul intégral, hein, on calcule des intégrales, et puis du coup on trouve la distance entre deux points qui sont à une distance finie. Ça va? Donc une surface de Riemann, vous voyez, c'est deux paramètres, x, y, lambda, θ, ce que vous voulez, hein, ce qu'on va appeler aujourd'hui en mathématiques une variété, ça, deux grandeurs qui varient, voilà, deux grandeurs qui varient. Et puis, il y a une formule qui me dit, quand ces deux grandeurs varient un tout petit peu, quelle est la distance entre les deux points correspondants. Hein. Et puis ensuite, je calcule une intégrale pour calculer des longueurs d'un point à un autre. Ça va? Et donc, vous voyez, faire de la géométrie de Riemann, une surface de Riemann, c'est ça. Et puis vous oubliez la diapo d'avant, vous oubliez la sphère terrestre. Vous voyez. Donc, définir une surface de Riemann, c'est juste prendre deux valeurs qui varient et puis donner la petite formule là, pour dire quelle est la distance entre deux points infiniment proches. Voilà. Après, je sais pas, grande question mathématique, est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut faire ce qu'on a fait là avec la sphère? Là, si je reviens en arrière, je dis bah oui, mais c'est une sphère. Est-ce qu'on peut toujours faire ça? Si je définis ma petite formule, est-ce que je peux regarder, est-ce que je peux voir une surface dans laquelle effectivement la distance entre deux points elle marche comme ça? Est-ce que ça, c'est toujours possible? Bon, la réponse est non. Mais ça c'est démontré plus tard. C'est un théorème de Hilbert. Alors, j'espère vous avoir proprement expliqué ce que c'est qu'une surface de Riemann. Est-ce que vous voyez du coup qu'il n'y a pas de limitation dans le nombre de grandeurs? Qu'on peut imaginer un espace avec trois grandeurs. C'est juste qu'il y aura un terme de plus à ma petite formule. Vous voyez? Il y aura dx carré, dy carré, puis dz carré. Et puis 4 grandeurs, 5 grandeurs, 6 grandeurs. En fait, vous voyez, la proposition de Riemann en fait, était une espèce d'immense ouverture conceptuelle sur ce que c'est qu'un espace géométrique. En fait, vous pouvez prendre n grandeurs, voilà, x, y, z, t, tout ce que vous voulez. Une petite formule pour dire comment la distance varie entre deux points de l'espace des paramètres. Et puis voilà, vous avez un espace à n dimensions, si vous voulez. Et puis, vous pouvez faire de la géométrie avec ça. Donc, alors ça va inspirer des mathématiciens qui vont chercher à donner un sens à la géométrie non euclidienne. Je vais finir par revenir à la géométrie non euclidienne. Mais avant ça, on m'a demandé de faire un peu d'humour. Donc, je fais une blague. Voilà. Vous arrivez à lire? Alors, mon fils, il l'a reconnu tout de suite, donc ça va être un truc, les jeunes, ils doivent connaître ça. Bref, là, ça dit, ma fille, une ligne droite, c'est la distance la plus courte entre deux points. Et la fille répond, en fait, ça dépend de la géométrie de l'objet. Et le papa est un peu surpris. Voilà, c'est la problématique qu'on s'est posée à la diapo précédente. Hein. Est-ce que la ligne droite est la ligne la plus courte entre deux points? Ça dépend de ce qu'on appelle la ligne droite. Voilà. Alors, on va s'intéresser, on va revenir petit à petit à la géométrie non euclidienne, mais pour finir sur la notion de courbure, on va s'intéresser en particulier aux surfaces qui ont une courbure constante. C'est-à-dire, en tous leurs points, elles ont la même courbure. Pourquoi est-ce qu'elles sont intéressantes, ces surfaces de courbure constante? Parce que ce sont des surfaces dans lesquelles on peut faire bouger les figures, sans les déformer. Vous voyez? Quand vous faites de la géométrie, et en particulier quand vous lisez les éléments d'Euclide, si vous regardez bien, très tôt, enfin dans les toutes premières propositions,
on dit, bah, ce triangle-là, ABC, c'est le même que le triangle qui est là-bas, EFG. Vous voyez, très souvent, on fait ça quand on fait des démonstrations de géométrie euclidienne, de géométrie même. Bon, le triangle ABC, il a les mêmes angles, il a la même longueur, donc c'est le même que le triangle EFG, et puis on en déduit un certain nombre de choses. Mais pour dire qu'un triangle qui est plus loin, c'est le même, ça veut dire quoi ça, vous voyez, comment on fait pour comparer un triangle qui est plus loin? Comment on fait pour dire c'est pareil? Ça suppose de pouvoir déplacer une figure. Alors, les seules surfaces dans lesquelles on peut déplacer des figures sans qu'elles se cassent, si vous voulez, sans les déformer, ce sont les surfaces qui ont des courbures constantes. Si la courbure change, quand vous allez vouloir déplacer votre triangle, il va changer de forme. Il ne pourra pas rester, vous voyez, superposable à lui-même. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse aux surfaces à courbure constante, parce que bon, si on veut définir une géométrie du type de la géométrie qu'on enseigne dans le second degré, il faut pouvoir déplacer les figures. Alors il y a 3 types de surfaces qui ont des courbures constantes. Il y a les surfaces de courbure constante positive, c'est la sphère. Voilà. Hein, la sphère a la même courbure en chacun de ses points. La surface qui a une courbure constante partout nulle, c'est le plan. Ou, on a vu tout à l'heure aussi, le cylindre, pareil, ou le cône aussi. Vous voyez, ces surfaces qui sont faites simplement avec un plan éventuellement replié sur lui-même. La courbure est nulle partout. Alors, est-ce qu'il y a des surfaces de courbure constante négatives? Ben, on va en parler. Mais il y a des problèmes. Vous allez voir. Voilà. Alors, c'est de ça que je vais parler maintenant. Et on va revenir à la géométrie non euclidienne. Voilà ce que fait Eugenio Beltrami, qui est un mathématicien italien, qui a rencontré Gauss d'ailleurs, à Pise. Non, qui a rencontré Riemann, pardon, excusez-moi, qui a rencontré Riemann à Pise. Alors Riemann, lui, avec sa santé fragile, faisait une cure à Pise. Il prenait un peu de soleil. Et Beltrami, lui, a occupé différents postes en Italie, à Bologne, à Rome, à Pise, notamment, où il a rencontré Riemann. Alors, Beltrami fait exactement ce que j'ai essayé de vous montrer sur la sphère terrestre. C'est-à-dire, il prend un espace de paramètres. Vous voyez, donc j'ai un paramètre U, un paramètre V, vous voyez, qui varie dans un disque. Là. Voilà, bon. Un disque de rayon A. Là, voilà. Donc, U, voilà, U égale 1, U égale 2, U égale 3, V égale 1, V égale 2. Voilà, bon, vous avez mes deux grandeurs U et V qui varient. Hein. Et donc, première étape pour définir une surface de Riemann. Et deuxième étape, il faut donner le petit... Alors voilà, chez Gauss, ça s'appelle ds carré, c'est mon mm' carré de tout à l'heure, c'est mon mini-bout. Hein. Alors bon, c'est une formule qui est impressionnante, bien sûr, mais bon, simplement ce que ça veut dire, c'est que voilà, le carré d'un petit bout de distance, bah, il s'exprime comme ça. Alors A, c'est le rayon du disque, là. R, c'est une constante qui est liée à la courbure de l'espace, on va voir. Hein. Et puis U et V, ce sont mes deux grandeurs. Là. Ça va ou ça vous fait trop peur là comme formule? C'est une formule qui dit si je fais bouger un peu U et V, un tout petit peu, bah voilà la distance que je vais parcourir. ds, c'est la distance que je vais parcourir si U a bougé de du et V a bougé de dv. Hein, voilà. Donc j'ai deux grandeurs U et V qui bougent. Et puis j'ai une formule qui me dit quelle est la distance parcourue quand ils bougent. Donc j'ai une surface de Riemann, mais on ne la voit pas. Mais Riemann, ça ne le dérange pas de ne pas la voir. Oui, nous, ça nous dérange, parce que quand on fait de la géométrie, on a l'habitude de voir des choses. Bon. Alors, Beltrami va essayer de donner à voir cette surface. Alors, il va montrer plusieurs choses. Il va montrer d'abord que la courbure de cette surface, alors il y a des grosses formules, je vous épargne les grosses formules, qui calculent la courbure de ce truc-là, parce que, en fait, si vous voulez, dès le moment que vous avez cette expression, vous pouvez calculer la courbure. Bon, c'est pas très choquant que si vous avez une expression qui vous dit quelle est la longueur entre des points, que vous puissiez calculer la courbure. Oui. Vous pouvez calculer la courbure. Et puis la deuxième chose, voilà, très intéressante avec ce choix-là, c'est qu'en fait, les droites là sont des vraies droites. C'est-à-dire sont ce qu'on appelle en mathématiques des géodésiques, c'est-à-dire ce sont bien les lignes les plus courtes entre deux points, contrairement à ce que j'avais tout à l'heure avec mon avion là, qui passait au nord. Hein. Là, ça ne marche pas comme ça. Là, ici, la distance la plus courte entre deux points, c'est bien bon, la ligne droite, quel que soit le sens qu'il faille donner à ce mot. Là, dans ce cas-là, les deux sens désignent la même chose. Ça va? Alors, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, parce que, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, vous avez sous les yeux la géométrie de Lobachevsky. Ça se voit ou pas?
par un point extérieur à une droite passe plein de droites qui sont non séquentes avec la première. Ouais. Il faut que je vous explique aussi une petite chose. Ces droites-là, elles sont infinies. Pourquoi est-ce qu'elles sont infinies? Parce que plus vous vous rapprochez du bord, voyez, et plus vous allez doucement. Vous n'arriverez jamais au bout. Alors ça, on peut le comprendre un petit peu ici, regardez, parce que vous voyez que quand U carré plus V carré s'approche de A carré, autrement dit, quand on s'approche du bord du disque, là, ce dénominateur tend vers 0. Et donc, mon élément de distance, là, tend vers l'infini. Donc en fait, vous voyez, là, nous, on voit des lignes droites, mais attention, hein. Si vous, par exemple, si vous vous promenez à vitesse constante sur ces droites, vous allez aller assez vite ici, et puis de moins en moins vite, et de moins en moins vite, et de moins en moins vite, et de moins en moins vite. Oui. Donc, ça, ce sont bien des droites infinies, hein, même si vous avez sous les yeux un rayon, un diamètre d'un cercle. Hein. D'accord? Ce sont des droites infinies. Parce que quand vous calculez la distance entre deux points, bah, il faut utiliser cette grosse formule là. Hein, et donc, quand vous approchez du bord, les distances là sont infinies parce que bah, mon élément de distance là devient infini. Voilà. Donc, ces droites, ce sont bien des droites infinies. Hein, voilà. Et donc, vous voyez que par le point P extérieur à la droite D, on peut faire passer plein de droites qui ne rencontrent pas D. Donc, la géométrie de cette surface, c'est la géométrie non euclidienne de Lobachevsky. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous trouvez ça convaincant, hein. Et on est en mesure, on peut se poser la question, hein. D'accord. Je ne vous dis pas que c'est totalement éclairant, mais enfin, voilà, ce qu'essaye de faire Beltrami, c'est qu'il essaie de trouver des objets sur lesquels, d'une certaine façon, la géométrie non euclidienne se voit bien. Voilà. Alors là, d'un côté, c'est assez convaincant si on comprend un petit peu l'idée. Alors les parallèles, elles sont là, vous voyez? Ça, c'est la parallèle parce qu'elles se rencontrent à l'infini. Cette droite-ci et puis la droite D, elles n'ont pas de point commun, hein, parce que le bord du disque n'est pas dedans. Hein. Donc là, il n'y a pas de point de rencontre. Là, en fait, elles se rencontrent à l'infini. Autrement dit, c'est la parallèle. Hein, puis l'autre ici, elle la rencontre à l'infini. Autrement dit, c'est la deuxième parallèle. Donc elle, c'est les deux parallèles. Et puis toutes celles qui sont entre les parallèles, là, ne coupent pas la droite D. Voilà, donc, voilà, Beltrami a essayé de donner ce qu'il appelle une base réelle. Ouais. Je vous laisse apprécier jusqu'à quel point c'est pour vous une base réelle, mais il a essayé de donner une base réelle à la géométrie non euclidienne de Lobachevsky. Est-ce qu'on peut voir cette surface dans l'espace? Non, c'est pas possible. Ça va être démontré 3 décennies plus tard par Hilbert. Ce n'est pas possible, vous voyez, ça, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familier de ces questions, mais bon, une surface en dimension 2, on a envie de penser qu'on pourra la voir en dimension 3 quand même, qu'il y a la place. Bon, en fait non, celle-là, il n'y a pas la place. Même si c'est une surface de dimension 2, vous ne pouvez pas la représenter dans l'espace à 3 dimensions, si vous voulez. Elle est trop, je sais pas comment dire, elle est trop tordue, quoi. Mais on peut représenter des petits bouts. Alors, si vous essayez de représenter un petit bout, voilà, ça donne ça. Si je prends que ce petit bout, bon, je vous explique pas trop en quoi ça consiste, mais c'est un petit bout. Et ben, vous pouvez le voir comme ça. Voilà, donc, ça, c'est une surface qui s'appelle la pseudosphère et qui représente fidèlement ce petit bout-là du disque de Beltrami. Voilà, mais on ne peut pas représenter tout le disque de Beltrami dans l'espace, c'est pas possible. Mais bon, voilà, on peut au moins représenter ce petit bout. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que la génératrice de cette pseudosphère? C'est cette courbe-là qui est une tractrice. Alors qu'est-ce que c'est qu'une tractrice? Vous imaginez que vous déposez un chien récalcitrant ici, le maître est là au bout de la laisse, et le maître part dans cette direction, mais le chien se fait traîner. Voilà, il décrit cette courbe-là. Vous voyez, les tangentes, là, c'est la laisse. Les tangentes sont constantes. Voilà, c'est la courbe dont les tangentes jusqu'à l'axe sont de longueur constante. Ça s'appelle une tractrice. On comprend bien pourquoi. Voilà, alors, si vous faites tourner une tractrice autour de son axe, vous obtenez une pseudosphère. Une pseudosphère, ça représente un petit bout du disque de Beltrami, mais un petit bout seulement. Alors, maintenant, je vais vous présenter un autre modèle qui s'appelle, on a presque fini, hein,
qui s'appelle le disque de Poincaré. Bon, en tout cas, qui est nommé comme ça. Alors Poincaré, il écrit un livre qui s'appelle La science et l'hypothèse, dont je vais citer après quelques extraits, qui est un livre autour des années 1900 qui se propose de vulgariser un petit peu les questions contemporaines des mathématiques et de la physique, les questions épistémologiques qui se posent, bon, des choses assez pointues. Mais c'est un livre qui a pas mal de succès, semble-t-il. Et en particulier, il essaye d'imaginer un monde où les habitants n'auraient pas développé comme nous la géométrie euclidienne, mais auraient développé la géométrie non euclidienne. Alors, à quoi ressemblerait ce monde? Voilà, c'est le monde que nous décrit Henri Poincaré, qui est un immense mathématicien, si vous ne le connaissez pas. Alors, évidemment, dans ce monde, il n'y a pas d'objet solide. Vous voyez, il n'y a pas d'objet solide, parce que nous, ce qu'il explique ensuite, c'est que nous, on a construit notre... si on cherche à comprendre sur quelle base est-ce qu'on a pu construire la géométrie euclidienne, bon, il y a quelque chose de très important, c'est le fait que quand vous déplacez un solide, en fait, ses dimensions ne changent pas, sa forme ne change pas. Vous voyez, donc ça nous amène à construire plutôt la géométrie euclidienne. Alors lui, il imagine un monde. Alors là, vous avez un joli dessin, ça s'appelle un pavage hyperbolique. Alors vous voyez, en fait, tous les triangles qui sont dessinés, tous les bleus et tous les blancs, c'est tous le même. Ça va? Hein, puisque comme je vous ai dit, plus vous vous rapprochez du bord, et plus les distances, en fait, il faut imaginer que... Alors, Poincaré, il le décrit de la manière suivante. C'est un monde sphérique, vous voyez. C'est un monde sphérique dans lequel il fait chaud au centre et il fait froid au bord. Et plus on se rapproche du bord, plus nos dimensions rétrécissent. Hein, et plus on se rapproche du centre, plus nos dimensions se dilatent, vous voyez, avec la chaleur. Donc c'est pour ça que c'est le même triangle. Vous voyez, en s'approchant du bord, le triangle s'est rétréci. Alors pourquoi est-ce qu'il a l'air d'avoir... C'est pas le même modèle que celui de Beltrami. Hein. Pourquoi est-ce que là on voit de la courbure? Parce qu'en fait, il imagine que dans ce monde, les rayons lumineux décrivent là des cercles. Parce qu'il imagine que, bon, il décrit tout un truc. Hein. Il imagine vraiment, c'est assez précis, il imagine qu'il y a un angle de réfraction qui est proportionnel à la température, quelque chose comme ça. Bon. En tout cas, donc la lumière se déplace soit selon des cercles qui sont orthogonaux au bord, là, soit selon les diamètres. Voilà. Donc, en fait, ces lignes-là sont des lignes droites au sens où sont les trajectoires d'un rayon lumineux. Voilà, donc il imagine ça et il nous explique, ou il essaie de convaincre son lecteur que quelqu'un qui aurait grandi dans cet univers aurait naturellement développé la géométrie hyperbolique. Si vous voulez, les enfants à l'école apprendraient la géométrie hyperbolique. Et puis peut-être à l'université, on leur dirait « ouais, mais il y a aussi la géométrie euclidienne, c'est possible, mais bon, c'est compliqué. » Bon, voilà, c'est ce qu'essaye de faire Poincaré, de montrer qu'en fait, la géométrie euclidienne, c'est un choix qui n'est pas dicté. En tout cas, qui n'est pas dicté. On va voir, on va le lire, il le dira mieux que moi. Alors ça, c'était une diapo pour Alban, mais il n'est pas là. Mais bon, c'est une transformation qui permet de passer d'un modèle à l'autre, du modèle de Beltrami au modèle de Poincaré. Vous voyez, vous avez ici le disque de Beltrami, hein, dans lequel, vous vous souvenez, les géodésiques sont des droites, sont des cordes de ce cercle. Alors on le projette sur la sphère parallèlement, vous voyez, verticalement. Donc cette droite devient, vous voyez, un arc de cercle ici. Et ensuite, on projette à nouveau par projection stéréographique. Et vous voyez que cette droite devient ici une droite du modèle de Poincaré. Bon, simplement, voilà, on peut faire se correspondre les deux modèles, hein, par cet enchaînement de deux projections. Là. Je trouve ça assez élégant. Mais c'est pas... Je ne sais pas qui a eu cette idée d'ailleurs. Alors, lisons un petit peu pour terminer Poincaré. Alors, ça aussi, La science et l'hypothèse, c'est un ouvrage qui se lit bien, bon, qui est pensé comme un ouvrage de vulgarisation. Hein, ça plane un peu, mais c'est sympa. Hein, notamment, il y a toute une partie sur les géométries non euclidiennes. Alors, voilà ce que demande Poincaré. Dès lors, que doit-on penser de cette question? La géométrie euclidienne est-elle vraie? Alors, voilà comment il y répond. Elle n'a aucun sens. Autant demander si le système métrique est vrai et les anciennes mesures fausses.
si les coordonnées cartésiennes sont vraies et les coordonnées polaires fausses. Une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une autre. Elle peut seulement être plus commode. Alors en quoi est-ce que la géométrie euclidienne, pour nous, est plus commode? On voit que l'expérience joue un rôle indispensable dans la genèse de la géométrie. Mais ce serait une erreur d'en conclure que la géométrie est une science expérimentale, même en partie. L'expérience nous guide. Elle nous fait reconnaître non quelle est la géométrie la plus vraie, mais quelle est la plus commode. Donc ce mot commode, vous voyez, il est revenu 2 fois. Cette philosophie de Poincaré est appelée le conventionnalisme. Alors vous voyez que c'est intéressant, je trouve, pour des enseignants de mathématiques de lire cette question du rapport à l'expérience, finalement, de rapport à l'expérimental. Ce que nous propose Poincaré, c'est de concevoir que, bien sûr, on fait de la géométrie et donc on a une approche expérimentale avec nos solides, nos cubes, nos triangles, nos cercles, etc. Mais la géométrie euclidienne n'est pas vraie au sens, n'est pas imposée par cette approche expérimentale, mais elle est suggérée. Notre vécu sensible, notre rapport aux objets de l'espace nous suggère plutôt la géométrie euclidienne. Voilà. Mais la géométrie euclidienne reste une construction rationnelle, une construction intellectuelle. Et aucune expérience, dit Poincaré, ne pourra contredire la géométrie euclidienne, jamais. Voilà. Mais voilà, c'est la plus commode. Dans le monde dans lequel on vit, c'est la façon qui se présente de manière la plus évidente pour penser la géométrie, quoi. Voilà. Je vous remercie. Ça va? C'était pas trop long? Ça va? Vous avez des questions? Non, vous n'avez pas de questions? Ah. T'es un peu dur avec moi là. Non, je sais pas. Moi, je suis pas. Je connais pas trop les questions d'astrophysique. Bon, clairement, la géométrie de l'espace-temps. La géométrie de l'espace-temps, elle est pire que pas euclidienne. Je crois que c'est encore pire que ça. En tout cas, la géométrie de l'espace-temps telle que développée par Einstein, elle est inspirée des travaux de Riemann. C'est-à-dire que clairement, voilà, c'est de la géométrie riemannienne. Mais du coup, il y a 4 grandeurs, x, y, z, t. Et puis, il y a la petite formule, là, le ds carré. Sauf que le ds carré, il y en a un où il y a un signe moins, celui qui dépend du temps. Donc, y compris au niveau local, la géométrie n'est pas euclidienne. Bon, ce qui est une façon de ne pas trop répondre à ta question. Alors, je crois qu'il me semble que ce qui se demande, mais voilà, vraiment, tu vois, là, j'ai aucune certitude, aucune expertise, mais peut-être qu'il y en a qui savent mieux dans la salle, mais il me semble que ce qu'ils cherchent à déterminer, c'est la courbure, c'est ça, de l'espace-temps, pour essayer de savoir si l'univers va plutôt se contracter ou au contraire. Mais là, voilà, la seule chose que moi je peux répondre, voilà, c'est que la géométrie de l'espace-temps, c'est de la géométrie riemannienne. D'une certaine façon, Riemann a ouvert le champ à cette façon de penser les choses. Ouais. Ouais, d'une façon en mettant en évidence qu'il n'y avait pas de géométrie qui s'imposait. Pas de... ouais. Oui. Oui, moi j'ai mis un petit moment aussi. Alors tu peux aller lire Beltrami, mais tous les textes que j'ai présentés sont tous en ligne. Enfin, si vous ne les trouvez pas, vous pouvez me les demander. Mais oui, c'est choisir arbitrairement. C'est choisir arbitrairement. Alors, tu peux choisir arbitrairement. C'est-à-dire que tu prends 2 grandeurs, U et V, tu dis voilà, mes 2 grandeurs, elles varient. Et voilà, et puis tu peux choisir arbitrairement une formule
qui te dit, voilà, si tu as fait un petit mouvement DU sur le paramètre U et un petit mouvement DV sur le paramètre V, voilà maintenant la formule qui donne la distance entre le point de départ et puis ce nouveau point infiniment proche. Ah, tu as toute liberté de choisir ce qu'on appelle la métrique de ta surface. Alors là, le choix n'est pas au hasard, dans le sens, le choix est libre, mais là, il n'est pas au hasard. Hein. C'est-à-dire que ce qu'a cherché Beltrami, tu as vu, c'est une métrique qui fasse que les géodésiques, c'est-à-dire les lignes de moindre distance, les géodésiques, soient des lignes droites au sens ligne droite dans l'espace des paramètres. C'est-à-dire que voilà, quand tu passes d'un point à un autre en augmentant proportionnellement les deux paramètres U et V, ça décrit bien une géodésique. Voilà, il a cherché à faire ça. Hein. Et du coup, et puis, bon, je sais pas comment il a trouvé, mais non. Et puis, alors, il y a d'autres travaux antérieurs. Il renvoie à d'autres travaux, mais je crois qu'ils sont pas traduits en français, c'est en italien. Je t'avoue que je suis pas allé voir. Voilà. Bon, là, il y aurait peut-être des gens qui pourraient te répondre plus précisément que moi. Bon, en tout cas, voilà, ce qu'il a cherché à faire, c'est à décrire une surface de Riemann sur laquelle on voit la géométrie euclidienne, c'est-à-dire sur laquelle on voit des droites, et puis, comme on a vu, il y a bien plein qui ne sont pas séquentes à une droite donnée. Alors, pour tout te dire, je ne suis même pas allé faire les calculs, c'est-à-dire vérifier que, tu vois, par exemple, que la courbure de sa surface est bien constamment négative, constante négative. Non, c'est pas impossible, mais voilà, faut aller faire des gros calculs. Ouais. Oui. Oui, enfin l'axiome des parallèles, oui. Ah, ouais, c'est bien. T'as raison, c'est la question centrale. La construction hypothético-déductive des mathématiques à la Euclide, voilà, l'ambition, c'est de partir de points de départ qui soient, si tu veux, tellement évidents qu'on ne puisse pas les questionner. Hein. C'est vraiment ça le projet, tu vois. Alors, il faut un petit peu se mettre dans l'ambiance Grèce antique. Hein, c'est un monde où les choses se font beaucoup par le discours, et puis les différentes écoles philosophiques essayent de démonter, tu vois, le discours des autres, quoi. Hein. Donc il faut présenter des choses qui soient très solides. Donc quand tu dis le point est ce qui n'a pas de partie, bon. Ouais, ça a l'air solide. Ou par exemple, si tu veux, dans les axiomes, il y a des choses comme si des quantités sont égales et qu'on leur ajoute des choses égales, les résultats sont égaux. Bon, ça a l'air solide. Mais tu vois, cette proposition, si j'ai deux droites, j'en coupe une autre, j'ai les angles à l'intérieur qui font moins que tant, alors elles vont... Ouais, ça a l'air d'être un théorème, ça n'a pas l'air d'être un axiome. Ça, Donc ils s'y sont frottés, tu vois. Et puis après, c'est aussi des traditions. C'est-à-dire qu'il y a un premier commentateur qui dit bah oui, mais quand même. Puis un deuxième qui lit le premier qui dit bah oui, il a raison. Puis voilà, puis etc. Et donc à chaque fois que les gens lisent, il y a de plus en plus de commentateurs qui se sont penchés là-dessus. Voilà. C'est pas tous les mathématiciens, mais un grand nombre de mathématiciens ont essayé de démontrer cet axiome-là à partir des autres. Ouais. En pure perte. Et d'ailleurs, quand János Bolyai commence à s'intéresser à la géométrie non euclidienne, son père, donc, qui était mathématicien, lui dit non, tu vas perdre ta vie, là. Arrête. Il y en a trop qui se sont usés là-dessus. C'est perdu d'avance. Bon. Oui, et puis tu vois, moi je me dis, c'est peut-être pas un hasard, parce que Gauss, il avait trouvé ça, il n'a pas osé le publier, tu vois, quand même. Enfin, il n'a pas osé, bon, il ne l'a pas publié.
Et si, parce qu'il y a une lettre où il dit qu'il n'a pas osé. Si, si, il dit j'ai pas trop osé parce qu'il avait peur de choquer la communauté mathématique, tu vois. Alors, les deux qu'on publié là-dessus, tu vois, c'est des gens qui sont aux confins de l'Europe, un au fin fond de la Russie, l'autre en Roumanie, tu vois. Enfin, c'est pas des gens. Je pense que il fallait être capable de s'extraire un petit peu, tu vois, d'une pensée dominante, en fait, ouais, pour oser ça, quoi. Hein, et d'ailleurs, tu vois, ça n'a pas été relayé jusqu'à ce qu'un beau jour, on trouve une lettre où Gauss dit c'est vachement intéressant. Voilà, les gens disent ah ouais. Ah ouais. Ça va, ça a été. Ouais. Oui. Ah, pardon, j'ai pas mis de date pour Poincaré. La science et l'hypothèse, c'est 1905. Oui, 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 bien après. Oui. Mais j'ai l'impression que Poincaré l'a rendu célèbre, si tu veux, justement avec ce bouquin. J'ai l'impression, hein, je t'avoue, je me pose un peu cette question-là parce qu'on dit le demi-plan de Poincaré, le disque de Poincaré, tu vois, la géométrie, comment t'as dit, la géométrie de Poincaré, tu vois. Alors on attribue tout à Poincaré alors que rien de tout ça n'a été trouvé pour la première fois par Poincaré. Après, bon, moi, là, j'ai manqué de temps pour aller voir très précisément qu'est-ce qu'a apporté Poincaré du point de vue mathématique. Je sais que Poincaré, il utilise la géométrie non euclidienne, lui, pour démontrer bon, des résultats mathématiques, bon, dans le cadre de ses travaux. Mais, bon, mon sentiment, tu vois, mais à confirmer, c'est qu'en fait, il l'a rendu populaire par ce bouquin, tu vois. Donc, c'est pour ça que après, j'ai l'impression que beaucoup se sont référés à lui, euh, alors que c'est pas lui qui a eu le premier ces idées-là. Ouais. Ah, je sais pas, tu sais, toi, Renaud, les pavages hyperboliques, c'est ça? C'est les pavages hyperboliques, si tu veux. Là, je sais pas. Je sais pas si Escher est le premier à faire ça. Oui, parce que j'ai montré un disque, mais en fait, dans la science et l'hypothèse, c'est une sphère. Son monde imaginaire, là, avec les êtres qui se dilatent. C'est une sphère, c'est pas un disque. Là, oui, il y a sûrement des gens qui savent, mais il faudrait regarder précisément qu'est-ce qui est à attribuer à Poincaré. Ouais, oui.
Bon, à part la géométrie de l'espace-temps, je ne connais pas d'autres exemples. Mais c'est possible, c'est possible qu'il y en ait. C'est possible qu'il y en ait. En tout cas, il y a des applications en mathématiques, au moins. Donc s'il y a des applications en mathématiques, probablement quelque part il y a des applications en physique aussi. Mais je ne sais pas. Plus de questions? Bon, bah merci.